7 ans. C'est le temps que nous avions passé ensemble lorsque je me suis retrouvé seul à une table pour deux au restaurant L'Ambroisie, fixant la glace fondre dans son verre d'eau intact. La réservation était à 19 h. Il était maintenant 20 h 30. J'avais déjà fait signe au serveur à 3 reprises. Le couple de la table d'à accent grave côté n'arrêtait pas de jeter des regards compatissants, ces regards que les gens vous donnent quand ils pensent que vous avez été planté. Le pire, c'est qu'ils n'avaient pas tort de me plaindre. Ils ne connaissaient simplement pas la moitié de l'histoire. Mon téléphone était posé face visible sur la table. Pas d'appel, pas de message, rien. J'aurais pu partir. J'aurais dû partir, probablement, mais quelque chose me disait de rester. Appelez ça de la curiosité. Appelez ça le dernier brin d'espoir que peut-être, juste peut-être, il y avait une véritable urgence. Un pneu crevé, une batterie de téléphone vide, quelque chose qui expliquerait pourquoi ma femme depuis 7 ans ne pouvait pas se donner la peine de se présenter à l'heure pour notre dîner d'anniversaire. 20 h 45, le serveur s'approcha de nouveau, cette fois avec un gérant qui planait à proximité. « Monsieur, je suis désolé, mais nous avons d'autres clients qui attendent des tables. Si votre convive n'arrive pas. » « Elle sera là, dis-je, sans savoir si c'était vrai. » Le gérant hocha la tête avec sympathie et se retira. Le serveur remplit mon verre d'eau pour la 4e fois. Je n'y touchais pas. Puis, à exactement 21 h, la porte d'entrée s'ouvrit. Clémence entra, vêtue d'une robe noire moulante que je n'avais jamais vue auparavant. Ses cheveux étaient coiffés, son maquillage impeccable, ses talons claquaient sur le parquet. Elle était magnifique. Elle n'était pas seule non plus. Derrière elle se tenait un homme que je reconnaissais des photos de salles de sport qu'elle avait postées récemment. Grand, bâti comme s'il vivait de shakers de protéines et de développé couché, portant un polo ajusté qui laissait deviner des bras de la taille de mes cuisses. Il avait la main sur le bas de son dos alors qu'il traversait le restaurant. Toutes les têtes se tournèrent, y compris la mienne. Ils me repérèrent immédiatement. Au lieu de l'embarras ou de la culpabilité que l'on attendrait, elle sourit. Pas un sourire nerveux, pas un sourire apologétique, un sourire qui disait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Ils marchèrent droit vers ma table. « Désolé d'être en retard, dit-elle, ne semblant pas du tout désolée. Voici David, mon coach sportif personnel. Je t'ai parlé de lui. » Elle l'avait fait, en fait, il y a environ 6 mois, elle avait commencé à aller à la salle de sport religieusement. Elle disait qu'elle voulait se remettre en forme. Je l'avais encouragée, j'avais même payé l'abonnement. Drôle de façon dont les choses avaient tourné. David tendit la main. « Ravi de te rencontrer enfin, mon vieux. » Je fixai sa main pendant un long moment. Le restaurant était devenu silencieux autour de nous. Tout le monde observait le drame se dérouler comme une pièce de théâtre. Il n'avait pas commandé, mais s'installait quand même. Puis elle le fit. Elle se pencha et l'embrassa, juste là, devant moi, devant tout le restaurant. Pas une bise sur la joue. Un véritable baiser langoureux qui fit halter audiblement la femme de la table voisine. Quand elle se recula, elle me regarda directement avec ses yeux dans lesquels j'avais cru un jour me perdre pour toujours. « Tu vois, dit-elle, assez fort pour que les tables voisines entendent. Mon petit mari de compagnie restera assis là comme un bon garçon. Il le fait toujours. » Les mots planèrent dans l'air. Mari de compagnie. Bon garçon. David rit. Gêné, mais il rit. Le couple de la table d'à accent grave côté détourna rapidement les yeux, soudain fasciné par sa nourriture. Le serveur s'était figé à mi-chemin de la pièce, tenant un plateau de boissons pour une autre table. Et moi, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas de la colère, pas de la douleur, quelque chose de plus froid, de plus clair. Je me levai lentement, pliai ma serviette et la posai sur la table. Je pris mon téléphone, le glissai dans ma poche et boutonnai ma veste. Puis je fis quelque chose qui n'était clairement pas dans son script. Je tendis la main à David. Il parut confus, mais la prit. Je la serrai fermement, le regardai droit dans les yeux. « Félicitations, dis-je calmement. Elle est toute à toi maintenant. Bonne chance avec ça. » Son sourire vacilla. Je me tournai vers elle. Elle souriait toujours, mais une incertitude rampait dans son expression maintenant. Ce n'était pas ainsi que j'étais censé réagir. J'étais censé faire une scène, supplier, pleurer, lui demander ce qui n'allait pas avec moi,
lui donner la satisfaction de me voir m'effondrer en public. Au lieu de cela, je prononçai 4 mots, bon appétit. Puis je sortis. Je ne partis pas en trombe. Je ne claquai rien. Je traversai simplement calmement ce restaurant tandis que chaque personne me regardait en silence. Derrière moi, j'entendis sa voix. Aiguë maintenant au lieu de joueuse. Attends, où vas-tu? Je ne me retournai pas. Le voiturier m'apporta ma voiture. Je lui donnai 20 € de pourboire. Je rentrai chez moi en respectant scrupuleusement la limitation de vitesse. Les mains fermes sur le volant. L'esprit déjà 3 étapes en avant. Elle voulait me traiter comme un animal de compagnie, comme quelqu'un qu'elle pouvait humilier en public et s'attendre à ce qu'il reste assis là à tout encaisser. Elle était sur le point d'apprendre la différence entre un bon garçon et un homme adulte qui venait de décider qu'il en avait marre de jouer à des jeux. Au lever du soleil, elle comprendrait exactement ce qu'elle avait perdu. Pas parce que je le lui dirais, mais parce que je le lui montrerais. Je me garai dans l'allée à 21h47. La maison était sombre, vide, exactement comme j'en avais besoin. À l'intérieur, je ne m'assis pas. Je ne me servis pas un verre. Je ne fixai pas de vieilles photos en me demandant où tout avait dérapé. C'est ce qu'elle aurait attendu. C'est ce que fait un animal de compagnie quand il est abandonné. J'allai directement dans la chambre et pris tous les sacs poubelles noirs sous l'évier. Son placard vint en premier. Robe, jeans, chaussures, tout. Je ne fus pas délicat. Je ne pliai rien, ne rangeai rien soigneusement. Je balayai des sections entières dans les sacs. Les talons chers qu'elle avait achetés le mois dernier. Sac. Le sac de créateur qu'elle avait insisté pour que nous ne puissions pas nous permettre mais qu'elle avait de toute façon fait facturer. Sac. Chaque vêtement, chaque accessoire, chaque chose qui lui appartenait alla dans ces sacs en plastique noir. La salle de bain. Ensuite. Maquillage, produits capillaires, cette routine de soins de la peau ridicule qui coûtait plus cher que ma mensualité de voiture. Tout. Sac après sac après sac. Je travaillais méthodiquement. Pas de musique, pas de télévision, juste le bruit des fermetures éclairs et du plastique qui bruissait, et ma propre respiration, régulière et calme. Pendant que je faisais les sacs, je passais des appels. Premier appel, société de carte de crédit. Oui, je dois retirer un utilisateur autorisé de mon compte immédiatement. Non, pas demain. Ce soir. 10 minutes plus tard, c'était fait. Ces cartes étaient mortes. Deuxième appel, banque. Laissez un message pour mon gestionnaire de compte afin qu'il m'appelle dès la première heure le matin pour séparer notre compte joint. La maison était à mon seul nom. La voiture qu'elle conduisait était à mon nom. Les meubles avaient été achetés avec mon crédit. Elle n'avait absolument rien contribué à tout cela, mais se sentait en droit d'y avoir droit. Troisième appel, mon frère, Marc. Salut, oui, je sais qu'il est tard. J'ai besoin que tu viennes demain matin vers 6 heures. Apporte ta camionnette. J'expliquerai quand tu seras là. Il me demanda si j'allais bien. Je lui dis que je n'avais jamais été aussi bien. Il me crut parce que c'était vrai. À minuit, il y avait 15 sacs poubelles alignés dans le garage. Je les traînais un par un jusqu'au trottoir. Les voisins d'en face avaient la lumière de leur salon allumée. Je vis le rideau bouger. Qu'ils regardent. Que tout le monde regarde. Le dernier sac fut placé à minuit 43. Je rentrai, verrouillai la porte et fis quelque chose que j'aurais dû faire des mois auparavant. Je dévissai le verrou, me rendis au magasin de bricolage ouvert 24h24 et achetai un nouveau jeu de serrure. Le jeune à la caisse ne posa pas de questions quand un homme en pantalon de ville et chemise boutonnée se présenta après minuit pour acheter des serrures. Il se contenta de m'encaisser. L'installation prit 20 minutes. De nouvelles clés dans ma poche à 1h30 du matin. Puis je m'assis avec mon téléphone, non pas pour l'appeler, non pas pour lui envoyer un message, mais pour envoyer 3 messages à 3 personnes différentes. Premier message à sa mère, Valérie, je voulais juste que vous l'appreniez de ma part. Votre fille et moi, c'est fini. Elle l'a bien montré ce soir. Je lui souhaite le meilleur, mais je n'assisterai plus à aucun événement familial. Prenez soin de vous. Deuxième message à mon meilleur ami, Thomas, longue histoire, mais le mariage est terminé. Je vais bien. En fait, plus que bien. Allons boire une bière ce week-end.
Troisième message à mon patron, Monsieur Dubois, Warren, il pourrait y avoir quelques problèmes personnels qui se présentent cette semaine. Juste un avertissement que cela n'affectera pas mon travail. À lundi. Les 3 messages envoyés avant 2 heures du matin. Les 3 personnes comprendraient. Aucune d'elles ne serait surprise. Je bloquais son numéro sur mon téléphone. La bloquer sur toutes les plateformes de médias sociaux. Les emails allèrent dans un filtre qui supprimerait automatiquement tout ce qui venait de son adresse. Je ne voulais pas entendre les excuses. Je ne voulais pas lire les justifications. Je ne voulais pas lui donner la moindre occasion d'essayer d'expliquer pourquoi m'humilier en public lui avait semblé une bonne idée. Puis je fis quelque chose qui me fit me sentir mieux que tout ce que j'avais ressenti depuis des mois. J'ouvris notre application bancaire une dernière fois avant la séparation. Je pris des captures d'écran de chaque transaction des 6 derniers mois. L'abonnement à la salle de sport que j'avais payé où elle avait rencontré son entraîneur, sa nouvelle garde-robe, les visites au salon, les dîners dehors qu'elle prétendait faire avec des amis. Tout cela financé par moi pendant qu'elle planifiait sa petite performance lors de notre dîner d'anniversaire. J'envoyais les captures d'écran à moi-même et me déconnectais. À 3 heures du matin, j'étais au lit, ne me tournant pas et ne me retournant pas, ne pleurant pas dans un oreiller, juste allongé là dans le noir, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années, comme si j'avais porté quelque chose de lourd et que je l'avais finalement posé. Mon téléphone vibra une fois vers 3h30 du matin. Numéro inconnu. Je ne regardais même pas le message. Je mis simplement le téléphone en mode ne pas déranger et fermai les yeux. Elle était probablement encore à ce restaurant ou peut-être de retour chez David, riant de la façon dont son mari de compagnie s'était contenté de partir sans se battre. Qu'elle rit. Qu'ils rient tous les deux. Le matin arrivait et avec lui le moment où elle réaliserait que son mari de compagnie ne partait pas seulement. Il emportait tout avec lui. La maison, la voiture, les cartes de crédit, le compte bancaire, la stabilité, le filet de sécurité qu'elle avait tenu pour acquis. Pendant qu'elle passait des mois à planifier d'humilier la personne qui fournissait tout cela, je m'endormis vers 4 heures du matin avec une dernière pensée. Elle voulait voir ce que je ferais quand on me manquerait de respect. Maintenant, elle allait le découvrir, et au lever du soleil, ces 15 sacs poubelles noirs posés sur le trottoir seraient le moindre de ses soucis. Mon frère Marc se présenta à 6 heures précises, comme je l'avais demandé. Sa camionnette tournait au ralenti dans l'allée, une tasse de café à la main, l'air confus devant le tas de sacs poubelles sur le trottoir. « Ce sont les siens » demanda-t-il. Chaque dernier morceau. Il ne demanda pas de détails. Il m'aida simplement à les charger dans sa camionnette. 15 sacs remplirent toute la benne. Il les emporterait au centre de don en ville. Vêtements, chaussures, maquillage, tout. Disparu avant 7 heures. Je préparais le petit déjeuner, un vrai petit déjeuner. Bacon, toast. Je m'assis à la table de la cuisine et mangeais lentement, vérifiant mon téléphone entre les bouchées. 43 appels manqués de numéros inconnus. 67 messages textes de numéros que je ne reconnaissais pas. Je les supprimais tous sans en lire un seul. Elle avait compris. J'étais à ma 2e tasse de café quand j'entendis la voiture s'arrêter dehors. Sa voiture, techniquement ma voiture, que je la laissais conduire. Le moteur s'éteignit. La portière de la voiture claqua. Des pas qui couraient dans l'allée. La sonnette retentit, puis frappa fort, puis sonna à nouveau. « Ouvre cette porte tout de suite. » Sa voix perçante à travers le bois. « Je sais que tu es là. » Je pris une autre gorgée de café. Vérifier la météo sur mon téléphone. Ensoleillé, 22 degrés. Belle journée. Plus de coups. C'est ridicule. Ouvre la porte. Il faut qu'on parle. Le nouveau verrou tenait bon. Elle n'avait plus de clé. N'avait plus accès. N'avait plus rien. Je l'entendis essayer son ancienne clé. Le son frustré quand elle ne tournait pas. Le moment de silence où la vérité commença à s'ancrer. « Tu as changé les serrures » cria-t-elle. « Tu ne peux pas faire ça. C'est ma maison aussi. » Sauf que ce n'était pas le cas. Le titre de propriété n'était qu'à mon nom. J'avais acheté l'endroit 2 ans avant notre mariage. Elle s'était installée après le mariage, mais n'avait jamais contribué un sou au prêt immobilier. Elle avait simplement supposé qu'elle possédait la moitié parce que c'est ainsi que le mariage fonctionne dans son esprit. Son téléphone sonna. Je l'entendis à travers la porte.
Elle répondit immédiatement. David, David, j'ai besoin que tu viennes me chercher. Non, je ne peux pas conduire. La voiture ne démarre pas. Je ne sais pas. Elle ne démarre tout simplement pas. J'ai failli rire. La voiture allait bien. J'avais simplement retiré son nom de la police d'assurance à 5 heures ce matin et pris la clé de rechange qu'elle ignorait que j'avais. La voiture démarrait, mais plus pour elle. Comment ça, tu ne peux pas? Sa voix monta plus haut. Tu as dit hier soir que David. Silence. Il lui avait raccroché au nez. Plus de coups sur la porte. Laisse-moi entrer. Toutes mes affaires sont parties. Où sont mes vêtements? Mon maquillage? Tout. Je finis mon café, rincai la tasse, la mis au lave-vaisselle. Les coups continuèrent. J'appelle la police, cria-t-elle. Vas-y, dis-je calmement à travers la porte. Premier mot que je lui avais adressé depuis que j'avais quitté le restaurant. Dis-leur que tu essaies de pénétrer dans une maison qui n'est pas la tienne. Je suis sûr qu'ils seront très compréhensifs. Silence alors. De quoi tu parles? On est mariés. On est mariés. Au passé. J'avais déposé les papiers de séparation en ligne à 4 heures du matin. Tu recevras les documents officiels la semaine prochaine. Tu ne peux pas juste. Tu ne peux pas faire ça. En fait, je peux. Et je l'ai fait. Tes affaires sont déjà chez Emmaüs. Tes cartes de crédit sont annulées. Ton accès au compte joint sera révoqué avant midi aujourd'hui. La voiture doit être rendue avant lundi ou je la déclare volée. À travers la porte, je l'entendis essayer de digérer tout cela. Les rouages tournaient, la panique s'installait. C'est insensé, dit-elle, la voix tremblante maintenant. À cause de quoi? Parce que j'ai amené David au dîner. J'essayais juste de te rendre jaloux. D'obtenir une réaction de ta part. Tu as été si distant ces derniers temps. Distant, répétai-je. C'est intéressant. Je pensais que j'étais un mari de compagnie, un bon garçon et qui se contente de rester assis là. Je ne voulais pas dire ça. C'était juste. C'était juste une blague. Drôle de blague. Ça m'a vraiment fait rire. S'il te plaît, sa voix se brisa. Pouvons-nous juste parler? Face à face, comme des adultes. Nous parlons maintenant, pas à travers une porte. Ça me convient très bien. Je l'entendis glisser contre la porte, s'asseyant sur mon perron. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème. Mes parents sont à 2 heures de route. Alors, tu ferais mieux de commencer à rouler. Oh, attends. Tu n'as pas de voiture. Tu es cruel. Non, je suis fini. Il y a une différence. Mon téléphone vibra. Message de Thomas. Mec, sa mère vient de m'appeler pour me demander ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je lui dis? Je répondis, dis-lui de demander à sa fille pourquoi elle a trouvé que humilier publiquement son mari était une bonne idée. Un autre vibrement. Monsieur Dubois du travail, l'ami de ta future ex-femme vient d'appeler le bureau pour te demander. Dois-je m'inquiéter? Je répondis, non, ça passera. Merci pour l'avertissement. Dehors, elle pleurait maintenant. Des sanglots bruyants et dramatiques destinés à me faire sentir coupable. Destinés à me faire ouvrir cette porte et la laisser rentrer pour que nous puissions en parler comme des adultes. Je pris mon sac de sport à la place. Il était temps pour mon entraînement. Je l'avais négligé ces derniers temps. Trop occupé à être un bon garçon, apparemment. J'ouvris la porte arrière qui menait au garage. Démarrai ma voiture, actionner l'ouvre-porte de garage, reculer lentement. Elle entendit la porte de garage et courut autour de la maison, se tint dans l'allée, des larmes coulant sur son maquillage, me pointant du doigt comme si j'étais le méchant de cette histoire. Où vas-tu, Julien? Nous sommes en pleine crise, et tu vas à la salle de sport? Ta crise, pas la mienne. Je reculai dans la rue. Elle poursuivit la voiture sur quelques pas avant de s'arrêter au milieu de la route, me regardant partir. Dans mon rétroviseur, je la vis debout, entourée de rien. Plus de sacs sur le trottoir. Plus de clés de la maison, plus de voitures en marche, plus d'argent, plus de petit ami entraîneur répondant à ses appels. Juste elle dans sa robe de la veille, un dimanche matin. Comprenant enfin ce que cela signifiait de tout perdre en 90 minutes.
Drôle de façon dont les choses avaient tourné. Le lundi matin arriva plus vite qu'elle ne l'aurait probablement souhaité. Je suis arrivé au travail tôt, comme toujours. Café de la salle de pause, ordinateur portable ouvert, email trié avant 8 heures. Mon téléphone de bureau sonna à 8h15. Le poste de Monsieur Dubois. Tu as une minute, demanda-t-il. Je me rendis à son bureau. Il referma la porte derrière moi et me fit signe de m'asseoir. Alors, dit-il en se penchant en arrière. Tu veux me dire ce qui se passe? Parce que 3 personnes différentes ont appelé ici pour te demander depuis hier. Ma femme et moi nous sommes séparés. Elle ne le gère pas bien. C'est une façon de le dire. Il afficha quelque chose sur l'écran de son ordinateur. Son amie Mélanie a appelé en exigeant de te parler. Quand j'ai dit que tu n'étais pas disponible, elle m'a dit que tu abusais financièrement de ta femme et que je devais savoir que j'employais quelqu'un qui abandonne les femmes en crise. J'attendis. Je lui ai dit que c'était une affaire personnelle et j'ai raccroché, mais je me suis dit que tu devais le savoir. Il me regarda attentivement. Est-ce que ça va être un problème? Non, monsieur. Elle a fait une scène lors de notre dîner d'anniversaire. A amené un autre homme. M'a humilié en public. J'ai retiré son accès à mes comptes et à ma maison. C'est tout. Elle essaie de faire passer ça pour que je sois le méchant. Monsieur Dubois hocha lentement la tête. La maison est à toi. Achetée avant le mariage. À mon seul nom. Compte bancaire les miens. Je l'ai ajouté comme utilisatrice autorisée. Les retirer hier. Donc, légalement, vous êtes entièrement en règle. Il hocha de nouveau la tête. Alors, gère tes affaires. Mais éloigne ça du bureau si possible. D'accord. En retournant à mon bureau, je remarquai Sophie de la comptabilité qui me regardait. Elle avait toujours été amicale. Rien de plus. Elle me fit signe de venir. Salut, dit-elle doucement. Je ne veux pas être indiscrète, mais tu vas bien? Mélanie a appelé tout le monde en essayant de te faire passer pour une sorte de monstre. Je vais bien. Et Mélanie n'était pas là. Donc elle ne sait pas ce qui s'est passé. Tu veux me raconter? Je lui donnai la version courte. Restaurant, 90 minutes d'attente. Femme arrive avec un autre homme. Baiser en public. Commentaire sur le mari de compagnie. Mon départ. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Elle a dit ça devant des gens? Tout le restaurant l'a entendu. Et Mélanie pense que tu es le problème? Elle secoua la tête. Quel ami. Écoute, si quelqu'un d'autre me demande, je remettrai les pendules à l'heure. Ce qu'elle a fait était dégoûtant. J'apprécie. Au déjeuner, la nouvelle s'était répandue dans le bureau. Non pas parce que je l'avais dit à quelqu'un d'autre, mais parce que Sophie l'avait apparemment mentionné à quelques personnes qui l'avaient mentionné à d'autres. À 14 heures, 3 collègues différents étaient passés à mon bureau pour dire une version de « Désolé, mec. C'est dur ou tu mérites mieux ». Personne ne pensait que j'étais le méchant. Tous ceux qui avaient entendu toute l'histoire aboutissaient exactement là où ils devaient. Mon téléphone vibra vers 15 heures. Message de Valérie, sa mère. Il faut qu'on parle. Appelle-moi. J'appelais pendant ma pause. Qu'est-ce qui s'est passé exactement samedi soir, demanda-t-elle. Pas de salutation. Directement au but. Je lui racontai chaque détail. Long silence à l'autre bout. Elle l'a amené à votre dîner d'anniversaire? Oui, madame. Et l'a embrassé devant toi? Oui, madame. Un autre long silence. Puis je ne sais pas quoi dire. Je l'ai mieux élevé que ça. Je le pensais aussi. Elle m'a appelé en pleurant hier. A dit que tu avais jeté toutes ses affaires et changé les serrures. A dit qu'elle n'avait nulle part où aller. J'ai donné ses affaires. Et elle a plein d'endroits où aller. Elle a des parents. Elle a des amis. Elle a un petit ami avec des muscles. Aucun de ces endroits n'est plus ma maison. Elle veut venir rester avec nous. C'est entre vous et elle. Ce n'est pas ma préoccupation. Tu as vraiment fini. Juste comme ça? Non, madame. Pas juste comme ça. Elle a passé des mois à planifier ce petit spectacle. J'ai passé une nuit à y mettre fin. Ça me semble juste. Julien,
Je ne peux pas dire que je vous en veux. Ce qu'elle a fait était cruel. Je suis gêné. C'est ma fille en ce moment. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Elle a fait son choix. Si elle vient ici, elle ne restera pas longtemps. Je ne tolérerai pas ce comportement. C'est votre décision. Mais Valérie, elle ne reviendra pas chez moi. Ni aujourd'hui. Ni la semaine prochaine. Ni jamais. Je veux que ce soit clair. Je comprends. Et pour ce que ça vaut, je suis désolé. Vous méritiez mieux. Merci. Nous raccrochâmes. Sa propre mère était de mon côté. Cela me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce soir-là, Thomas envoya un message, « On boit une bière ce soir ?» Tu en aurais probablement besoin. Nous nous retrouvâmes au Chez Henri, notre endroit habituel. Commandâmes des ailes de poulet et un pichet. Il attendit que j'aie bu quelques gorgées avant de poser la question évidente. « Comment tu tiens le coup ?»« Mieux que prévu, honnêtement. »« Sérieusement ?» ?»« Oui, c'est comme si j'attendais la permission d'arrêter d'essayer. » »« Elle te l'a donné samedi soir en amenant un mec à votre dîner d'anniversaire. » »« Exactement. » Il secoua la tête. « C'est un manque de respect de niveau supérieur. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle ait fait ça. Le meilleur, c'est que David l'a déjà ignoré. A arrêté de répondre à ses appels dès qu'il a réalisé qu'elle n'avait pas d'argent ni d'endroit où vivre. Il voulait le fantasme, pas la réalité. Thomas rit. Donc, elle vous a tous les deux perdu le même week-end. Elle s'est perdue elle-même. J'ai juste cessé d'être là pour la rattraper quand elle est tombée. Froid. Précis. Nous vidâmes le pichet. En commandâmes un autre. Parlâmes du travail, du sport, de tout sauf d'elle. Ça faisait du bien. Normal, comme un poids que j'avais porté avait enfin été soulevé. Vers 22 heures, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Je l'ignorais. Il sonna à nouveau 2 minutes plus tard. Numéro inconnu différent. Elle est persévérante, observa Thomas. Elle est désespérée. Je mis mon téléphone en silencieux. Mais ce n'est plus mon problème. Tu penses qu'elle te laissera vraiment tranquille un jour ? Elle devra. Je ne réponds pas, je n'interagis pas, je ne lui donne rien à exploiter. Finalement, elle comprendra que je pensais ce que je disais. Et si elle ne le fait pas, haussai-je les épaules. Alors elle apprendra à la dure que se présenter là où on n'est pas voulu a aussi des conséquences. Nous finîmes le deuxième pichet et décidâmes d'en rester là pour la nuit. Thomas paya. J'essayai de partager, mais il insista. La prochaine, c'est toi, dit-il. Quand tu fêteras la finalisation du divorce. En rentrant chez moi, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. Pas le bonheur exactement, mais quelque chose de proche. L'absence de tension constante. Plus besoin de me demander quand viendrait la prochaine critique. Plus besoin de marcher sur. Non, reste cette phrase. Plus besoin d'être prudent avec quelqu'un qui ne se souciait clairement pas d'être prudent avec moi. Je me garai dans mon allée. La maison était sombre et silencieuse. Exactement comme je l'aimais. Mon téléphone affichait 23 appels manqués de numéros inconnus. 15 messages vocaux. 42 messages textes. Je les supprimais tous sans les écouter ni les lire. Quoi qu'elle ait à dire, je n'avais pas besoin de l'entendre. Elle avait fait passer son message samedi soir. Maintenant, j'avais fait passer le mien. Fin de partie. Elle avait perdu et le score n'était même pas serré. Le mercredi après-midi, j'étais en train de terminer une révision de projet quand Sophie frappa au mur de mon bureau. « Ton ex est sur le parking » dit-elle doucement. La sécurité a appelé. Elle te demande. Dis-leur que je suis en réunion. Je l'ai fait. Elle a dit qu'elle attendrait. Je sauvegardai mon travail et fermai mon ordinateur portable. Je suppose que je ferais mieux de m'en occuper. Monsieur Dubois apparut de son bureau. Tu veux que je vienne avec toi? Pas besoin. Ça ne prendra pas longtemps. Je pris l'ascenseur, traversai le hall, poussai les portes vitrées donnant sur le parking. Elle était appuyée contre ma voiture, vêtue de vêtements différents de dimanche. Ils avaient l'air d'avoir été portés pour dormir, les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée. Pas de maquillage, elle avait l'air épuisée.
Enfin, dit-elle en me voyant. Je suis là depuis 1 heure. Tu ne devrais pas être là du tout. Il faut qu'on parle. Non, nous n'avons pas besoin. Je sortis mes clés. Elle se déplaça pour bloquer ma portière conducteur. S'il te plaît, 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Je la regardai longuement. Non pas parce que j'y pensais, mais parce que je voulais qu'elle voie à quel point sa présence m'affectait peu. 3 minutes, dis-je, et non pas parce que tu le mérites. Mais parce que je veux que quelque chose soit parfaitement clair. Elle hocha la tête avec empressement. D'accord. Oui. Merci. Samedi soir. Explique-moi ton processus de pensée. Quoi? Sérieusement, je veux comprendre. Tu as fait une réservation pour notre anniversaire. Est arrivé 90 minutes en retard avec un autre homme. L'a embrassé devant moi. M'a appelé ton mari de compagnie. Quel était le plan? Elle baissa les yeux. Je ne pensais pas clairement. Ce n'est pas une réponse. J'étais en colère. Tu as été si concentré sur le travail dernièrement. Rentrant tard, me parlant à peine. Je me sentais invisible. Alors, tu as décidé de m'humilier en public. Je voulais que tu te battes pour moi, que tu montres que tu tenais à moi. J'ai failli rire. En amenant ton petit ami à notre dîner d'anniversaire. Ce n'est pas mon petit ami. Il m'aidait juste. T'aider à quoi? À détruire ton mariage? Mission accomplie. Ça n'était pas censé aller aussi loin. Je pensais que tu serais jaloux. Que tu ferais une scène. Que tu montrerais de l'émotion. Mais tu es juste parti. Oui, je l'ai fait. C'est ça. C'est ta seule réponse. Tu ne vas même pas te battre? Me battre pourquoi? Une femme qui pense qu'il est acceptable de traiter son mari comme un animal dressé. Une femme qui embrasse un autre homme en public et s'attend à ce que je me batte pour son attention. Non merci. Je vais bien. Ses yeux se remplirent de larmes. Alors ces temps ne signifient rien? Ces temps signifiaient tout. Jusqu'à ce que tu les jettes pour une réaction. Félicitations. Tu en as une, juste pas celle que tu voulais. J'ai fait une erreur. Non, une erreur, c'est d'oublier un anniversaire. Ce que tu as fait était calculé, planifié. Tu as choisi le restaurant, fait la réservation, t'es habillé, coordonné avec David. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Je peux changer. Nous pouvons aller en thérapie de couple. Traverser cela. Il n'y a rien à traverser. Tu m'as montré exactement qui tu es. Je choisis de te croire. Ce n'est pas juste. Tu veux parler de juste? J'ai payé l'abonnement à la salle de sport où tu l'as rencontré. J'ai payé les nouveaux vêtements que tu as portés pour l'impressionner. J'ai tout payé pendant que tu planifiais ta petite performance. Et tu penses que je suis injuste? Elle s'essuya les yeux. Où suis-je censé aller? Mes parents ne me laisseront pas rester. Mes amis ne veulent pas s'impliquer. Je n'ai nulle part. Débrouille-toi. De la même manière que tout le monde quand ils brûlent leur pont. Tu vas vraiment m'abandonner? Je ne t'abandonne pas. Je ne suis simplement plus responsable de toi. Il y a une différence. C'est cruel. Cruel, c'était de me faire attendre 90 minutes dans un restaurant pendant que les gens me plaignaient. Cruel, c'était d'amener un autre homme à notre anniversaire. Cruel, c'était de m'appeler ton animal de compagnie devant des étrangers. Je ne suis pas cruel. Je suis fini. S'il te plaît. Elle attrapa mon bras. Je ferai n'importe quoi. Je m'excuserai auprès de tout le monde. Je couperai tout contact avec David. Je serai meilleur. Donne-moi juste une autre chance. Je retirai doucement sa main. Voici ce que tu ne comprends pas. Je ne veux pas que tu sois meilleur. Je ne veux pas que tu t'excuses. Je ne veux pas une autre chance. Je veux que tu me laisses tranquille. Tu ne penses pas ça. Je n'ai jamais rien pensé de plus sincèrement dans ma vie. Mais nous sommes mariés. Pas pour longtemps. Les papiers de séparation sont déposés. Le divorce sera finalisé dans quelques mois. Tu obtiendras exactement ce que tu as apporté dans ce mariage. Ce qui, si ma mémoire est bonne, était rien.
Son visage se durcit. Je vais me battre. Je vais prendre un avocat. Avec quel argent? Tes cartes de crédit saturées? Oh, attends. Elles sont annulées. Peut-être que David te prêtera de l'argent. Oh, attends. Il ne répond pas non plus à tes appels. Tu aimes ça? Non, je ne perds juste pas le sommeil à cause de ça. Il y a une différence. Je regardais ma montre. Les 3 minutes sont écoulées. Je dois retourner au travail. C'est tout. Tu vas juste partir de nouveau? C'est exactement ce que je vais faire. Et si tu te présentes à mon lieu de travail à nouveau, j'appellerai la police. Si tu te présentes chez moi, j'appellerai la police. Si tu me contactes par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, je le documenterai pour l'ordonnance de restriction que j'envisage. Sommes-nous clairs? Elle me regarda comme si j'étais un étranger. Peut-être l'étais-je. Peut-être que la personne qu'elle pensait avoir épousée n'avait jamais existé. Peut-être que j'avais fait semblant d'être quelqu'un de plus facile à contrôler pour elle. Je te déteste, murmura-t-elle. C'est bien. Aime-moi autant que tu veux. Fais-le juste ailleurs. Je déverrouillai ma voiture et montai. Démarrai le moteur. Elle ne bougea pas de la portière. Je baissai la vitre. Une dernière chose, ce commentaire sur le fait que j'étais un mari de compagnie, sur le fait de rester assis là comme un bon garçon, tu avais raison. Je suis resté assis là pendant 7 ans, encaissant tes critiques, ton manque de respect, tes plaintes constantes sur le fait que je n'étais pas assez. Je suis resté assis là comme un bon garçon et j'ai tout encaissé. Je mis la voiture en marche arrière. Mais les bons garçons finissent par grandir, et quand ils le font, ils cessent d'écouter les gens qui ne les ont jamais respectés en premier lieu. Je reculai lentement. Elle s'écarta à la dernière seconde. Dans mon rétroviseur, je la vis debout sur le parking, les bras croisés sur elle-même. Comprenant enfin que cela se passait réellement. Plus de chance, plus de conversation, plus d'elle. Je retournai au parking souterrain, pris l'ascenseur, retournai à mon bureau. Sophie me lança un regard interrogateur. Je lui fis un pouce levé. Retour au travail. Retour à ma vie. Retour à être quelqu'un qui n'avait pas besoin de demander la permission d'être respecté. Mon téléphone resta silencieux le reste de la journée. Plus d'appels de numéros inconnus. Plus de messages. Plus de tentatives désespérées de me faire sentir coupable d'avoir des limites. Elle avait eu ses 3 minutes. Et en ces 3 minutes, elle avait appris que supplier ne fonctionne pas sur quelqu'un qui a déjà pris sa décision. La porte était fermée, les serrures changées, et l'homme qu'elle traitait comme un animal de compagnie venait de lui rappeler que les animaux finissent par mordre quand on les pousse trop loin. Elle ne s'attendait juste pas à ce que la morsure soit permanente. 3 mois plus tard, le divorce était prononcé. Pas de drame, pas de bataille judiciaire. Elle a tout signé parce qu'elle n'avait pas le choix. Aucun avocat n'aurait pris son affaire sans un acompte qu'elle ne pouvait pas se permettre. J'ai eu la maison, la voiture, tout ce qui était à moi est resté à moi. Elle a eu exactement ce qu'elle avait contribué. Rien. Vendredi soir, Thomas et moi avons dîné au Porte-Bonheur en ville. Nouveau restaurant, bon steak, meilleure compagnie. Tu as l'air différent, dit-il à la moitié de sa bière. Différent comment? Plus léger. Comme si tu ne portais plus de poids. Il avait raison. J'avais recommencé à m'entraîner régulièrement. Je m'étais fait couper les cheveux dans un salon qui n'était pas une chaîne. J'avais acheté des vêtements qui me convenaient vraiment. De petits changements qui s'additionnaient. Ça fait du bien d'exister simplement sans critique constante, dis-je. Tu as eu des nouvelles d'elle? Pas depuis 6 semaines. Son numéro est toujours bloqué. Tu penses qu'elle a appris quelque chose? J'en doute. Les gens comme ça blâment généralement tout le monde sauf eux-mêmes. Nous finîmes le dîner, partageâmes l'addition, sortîmes dans l'air frais du soir. C'est là que je la vis de l'autre côté de la rue, à un arrêt de bus, attendant, vêtue de vêtements que je ne reconnaissais pas, moins chers. Ses cheveux étaient différents, plus courts. Elle semblait plus petite d'une certaine manière. Vaincue. Elle me vit au même moment. Nos regards se croisèrent pendant peut-être 2 secondes. Je ne ressentis rien. Ni colère, ni satisfaction, ni pitié, juste rien. Je détournai le regard et continuai de marcher.
C'était elle, demanda Thomas doucement. Oui. Tu vas bien? Parfaitement. Nous arrivâmes à ma voiture. Celle de Thomas était garée à proximité. Il me tapota l'épaule. Fier de toi, mec. Peu de gens s'en sortent aussi proprement. Je savais juste quand arrêter de jouer à un jeu que je ne pouvais pas gagner. Non, tu as gagné. Elle n'a juste pas réalisé que tu jouais à un jeu différent tout ce temps. Je rentrai chez moi. Ma maison. J'entrai et verrouillai la porte derrière moi. Pris une bière dans le frigo. M'assis sur le canapé que j'avais acheté le mois dernier. Allumai un film que je voulais regarder. Mon téléphone vibra une fois. Numéro inconnu. Un aperçu de message texte apparut à l'écran. Je t'ai vu ce soir. Pouvons-nous s'il te plaît juste? Je le supprimai sans lire le reste. Bloquer le numéro. Poser mon téléphone face cachée sur la table basse. Le film commença. Un thriller d'action que j'avais l'intention de regarder. C'était bon. J'y prêtais vraiment attention au lieu d'être distrait par quelqu'un critiquant mon choix. À mi-parcours, je réalisais que je souriais. Non pas à cause du film, juste parce que je pouvais m'asseoir chez moi, boire ma propre bière, regarder ma propre télévision sans que quelqu'un me fasse sentir coupable d'exister. Elle avait voulu voir ce que je ferais quand on me manquerait de respect. Voulait que je me batte pour elle, fasse une scène, prouve que je tenais à elle. Au lieu de cela, je lui avais montré quelque chose de plus précieux. Que s'éloigner de la toxicité n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. 7 ans, elle avait passé à tester les limites, à pousser les limites, à voir combien je tolérerais. Une nuit, elle avait poussé trop loin. Et un homme avait décidé que la tolérance a une date d'expiration. Les papiers de divorce étaient signés. La maison était silencieuse. L'avenir était à moi. Et quelque part en ville, elle apprenait que traiter les gens comme des animaux de compagnie a un prix. Finalement, ils ne viennent plus quand on les appelle. Je finis ma bière, finis le film, allai me coucher dans une maison qui ressemblait de nouveau à un foyer. Pas d'appels manqués, pas de messages vocaux, pas de drame, juste la paix. Durement gagnée, bien méritée, permanente. Elle m'avait traité de bon garçon une fois, pensait que ça la rendait puissante, pensait que ça me rendait faible. Mais les bons garçons grandissent, et quand ils le font, ils apprennent la leçon la plus importante de toutes. Savoir quand rester est important, mais savoir quand partir est tout.